Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va finir ce qu'on a commencé le samedi, c'est-à-dire nous avons parlé de la partie gestion des opérations, on a parlé de tout ce qui est ressources humaines, gestion des ressources humaines, on a parlé de la gestion logistique, on a parlé aussi de tout ce qui est marketing, mais aujourd'hui on va commencer là où on s'est arrêté la séance dernière, donc la partie marketing. Donc lorsqu'on dit marketing, dans un processus d'étude de projet ou bien d'élaboration d'un plan d'affaires ou d'un business plan, la partie marketing et commerce est très cruciale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer une entreprise qui peut marcher, une entreprise qui va survivre sans, bien évidemment, maîtriser tout ce qui est marketing et commerce, tout simplement parce que ce qu'on dit commerce, c'est-à-dire des clients. Lorsqu'on dit client, c'est du revenu, donc du bénéfice, et c'est la continuité de l'entreprise. Donc, lorsqu'on dit marketing, on commence par une analyse de marché. Donc, pour élaborer une stratégie de marketing efficace, on va en fait commencer par une analyse de marché. Lorsqu'on dit analyse de marché, c'est-à-dire analyser la clientèle. On a parlé la séance dernière de tout ce qui est segmentation, ciblage et positionnement. Donc il faut étudier la clientèle, ses attentes, son comportement d'achat, sa façon, lorsqu'on dit comportement d'achat, c'est-à-dire comment elle prend la décision lors de ses achats, comment elle collecte, elle cherche l'information, quels sont les critères qui l'influencent, c'est-à-dire on va dire que dans le processus de prise de décision d'achat, on a ce qu'on appelle l'influence de l'entourage. On parle de l'entourage proche, c'est-à-dire la famille, les amis, et l'entourage macroéconomique, c'est-à-dire tout ce qui est médias et autres. Donc, analyser le marché, c'est-à-dire analyser la demande et aussi analyser les concurrents. Comment sont distribués ou bien quels sont les concurrents qui existent dans ce marché? Quelle est leur taille? Est-ce qu'il s'agit de grands concurrents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concurrencer, ou bien il y a des petits concurrents? Est-ce qu'il y a un monopole, ou bien un oligopole, ou bien on est dans un marché de concurrence pure parfaite, c'est-à-dire il y a beaucoup de concurrents? Est-ce que le marché il est encore porteur, c'est-à-dire est-ce que le marché n'est pas saturé, c'est-à-dire on va entrer dans un marché où il y a beaucoup de concurrents et il y a moins de demande. Là, on parle de marché saturé. Donc, dans l'analyse de marché, on parle aussi de tout ce qui est évaluation ou bien la compréhension des tendances du marché, quelles sont les tendances du marché, tendances en matière d'achat, en matière de centre d'intérêt, est-ce que le marché est un marché émergent ou bien en déclin ou bien en stagnation. On évalue aussi, comme on l'a dit, les besoins et les comportements des clients afin d'identifier les opportunités et les défis. Donc ça, c'est ce qu'on entend par l'analyse du marché. Grosso modo, c'est analyser à la fois la demande, c'est-à-dire la clientèle, et l'offre, c'est-à-dire les concurrents. Le deuxième point, c'est définir des objectifs. Quels sont les objectifs qu'on vise dans notre projet? Donc, établissez des objectifs clairs et mesurables pour une stratégie marketing. Lorsqu'on dit clair et mesurable, quand vous connaissez tous, vous êtes tous la majorité de vous sont des consultants, donc on parle des objectifs SMART, c'est-à-dire un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Donc elle est axée dans le temps, afin de pouvoir bien évidemment évaluer si on a atteint l'objectif ou non. Sinon, à combien de pourcentage on a atteint notre objectif. Donc ça, c'est pour tout ce qui est objectif. Donc, que peuvent être les objectifs dans une approche marketing pour une entreprise? Par exemple, atteindre un chiffre d'affaires X, arriver à faire connaître, augmenter la notoriété de
du produit, c'est-à-dire faire connaître le produit, euh, atteindre une part de marché X, évoluer, donc attaquer des marchés internationaux par exemple. Donc ça, tout ça peut être des objectifs, ou bien développer de nouveaux segments. Donc on a commencé par attaquer un segment X. Maintenant, on veut attaquer un autre segment, c'est-à-dire lancer un nouveau produit avec une nouvelle composition, ou bien un nouveau packaging. Ça dépend du segment. Donc ça, c'est ce qui concerne le deuxième point. Le troisième point, la segmentation du marché et l'identification des personas. Donc lorsqu'on dit persona, on va voir ça après. Qu'est-ce que ça veut dire? Un buyer persona. Donc segmenter le marché, on l'a dit la semaine dernière, c'est diviser le marché en segments homogènes. On a dit qu'il existe on peut segmenter le marché selon plusieurs critères, ce qui peuvent être par exemple le critère de l'âge, le critère du sexe, le critère de la catégorie socio-professionnelle, le critère des centres d'intérêt. Donc ça sont tous des critères, le critère de la localisation géographique. Et après sa segmentation, on cible. On peut adopter une stratégie de masse, c'est-à-dire on cible tous les segments. Généralement, cette stratégie est adoptée par les produits de première nécessité, c'est-à-dire les produits de première nécessité, généralement, ils ciblent tous les segments, mais au fur et à mesure que le produit devient complexe ou bien devient plus coûteux, notamment les produits de luxe, généralement, ils ont tendance à adopter la stratégie de niche, c'est-à-dire elles ciblent un segment étroit, mais qui présente un potentiel énorme en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour la segmentation. On a bien détaillé ça la semaine dernière. Le quatrième point, le positionnement de la marque. On a dit la semaine dernière que le positionnement, en fait, c'est le fait de cette action volontariste de l'entreprise à vouloir créer une certaine image dans l'esprit du consommateur. Pourquoi le positionnement est très essentiel? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Et le fait qu'il y a beaucoup de concurrents pousse le client à être indifférent envers les marques. Donc l'objectif d'un marketeur, c'est de se différencier par rapport aux autres marques. Alors pour se différencier, il faut que le client mémorise la marque. Et pour mémoriser la marque, tout simplement, les personnes ont tendance à mémoriser tout ce qui est unique. Donc le positionnement, en fait, c'est comme ça, c'est créer une image unique dans l'esprit du consommateur. Et on a donné l'exemple de Volvo. Volvo, qui est une voiture, certes, qui détient plusieurs caractéristiques, mais dans sa communication, elle se focalise beaucoup plus sur tout ce qui est sécurité. À chaque fois qu'elle lance une campagne publicitaire, elle met l'accent toujours sur tout ce qui est sécurité. Pourquoi? Tout simplement pour que le consommateur se rappelle ou bien arrive à identifier la marque Volvo des autres marques. Lorsqu'on dit sécurité, automatiquement c'est Volvo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le top of mind. Le top of mind, c'est on vous donne un critère, on vous demande de citer une marque. Par exemple, on dit sécurité, marque de voiture, sécurité. Donc automatiquement, on se rappelle de Volvo. Tout simplement parce que Volvo, elle a travaillé sur ça dans toutes ses actions publicitaires. Donc ça, c'est pour le positionnement de la marque. Donc, donc la segmentation et le ciblage et le positionnement relèvent de la stratégie marketing. Une fois on fixe la stratégie marketing, on passe à la fixation du marketing mix ou bien le marketing opérationnel. Et lorsqu'on dit marketing opérationnel, elle est composée généralement de 4 points. Mais il y a d'autres chercheurs, d'autres chercheurs en marketing qui distinguent entre cette composante du marketing mix. On ne parle plus des 4 P, mais des 7 P. Donc les 4 P, en fait, c'est le produit, le prix, la promotion et la place. C'est-à-dire, j'ai une idée de projet, j'ai segmenté le marché, j'ai fixé le segment, c'est-à-dire ma cible. Je me suis positionné à travers des actions, j'ai fixé mon positionnement, comment je veux me différencier par rapport aux concurrents.
Maintenant, je vais créer ce produit-là, qui peut être soit un service ou un bien. Donc, je vais décrire mon produit ou bien mon service en termes de caractéristiques, en termes de marque, en termes d'emballage, en termes d'utilisation. Donc, je décris en détail mon offre sur le marché. Une fois que je décris mon offre sur le marché, je passe à la fixation des prix. À combien je vais vendre mon produit? Quelle est la stratégie de tarification que je vais adopter? Est-ce que je vais par exemple faire ce qu'on appelle du carte d'abonnement? Je vais vendre ce fort d'abonnement, ou bien je vais vendre. Donc, généralement, on parle de trois stratégies de fixation de prix. Une stratégie d'écrémage, c'est-à-dire fixer un prix supérieur à la demande. On l'a dit la semaine dernière, c'est que la stratégie d'écrémage est une stratégie qui n'est pas offerte à tous. C'est une stratégie généralement adoptée par les entreprises ayant un pôle recherche et développement très avancé, c'est-à-dire elles mettent sur le marché des produits qui sont en avance, que ce soit technologiquement, en design. C'est-à-dire elles ont cette avance sur le marché et cette avance-là leur permettent de fixer librement leur prix, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrent pour le moment. Donc la stratégie d'écrémage, la stratégie d'alignement, c'est-à-dire fixer le même prix que la concurrence, ou bien la stratégie de pénétration. Généralement, pour les petites entreprises, elles fixent ce qu'on appelle la stratégie de pénétration. Elles cassent les prix tout simplement pour se faire remarquer sur le marché. Et au fur et à mesure, lorsque le produit se confirme et l'entreprise commence à grandir, elle peut changer sa stratégie et passer à la stratégie d'alignement ou bien d'écrémage. Aussi, fixer un prix, ça dépend aussi de ma cible. On parle du prix, de ce qu'on appelle le prix psychologique. C'est-à-dire quel est le prix au-dessus duquel le produit va être considéré par le client comme un produit trop cher. Et quel est le prix au-dessus duquel le consommateur va considérer le produit comme étant bas de gamme ou bien de mauvaise qualité. Donc, si on arrive à fixer cette tranche entre un prix haut et un prix bas, l'entreprise, généralement, elle tourne autour de cette fourchette. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Il y a aussi d'autres considérations. Par exemple, on peut fixer un prix selon le coût de production, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne peut pas vendre à un prix au-dessous du coût de production. Donc, on est limité par le coût de production. Il y a aussi d'autres considérations liées à l'objectif de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise elle a un objectif de créer un buzz sur le marché ou bien de faire tester son produit sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Elle met un prix, elle le barre, un prix, on appelle ça le prix barré. Par exemple, un prix de 10 dollars, elle le barre et elle met 2 dollars. Il vous dit tout simplement, il vous lance un message comme quoi ce produit-là, son prix, normalement, c'est 10 dollars. Mais je le vends à 2 dollars parce que je veux faire connaître le produit. Pourquoi elles mettent un prix barré? Tout simplement pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle, pour ne pas pousser le client à penser que c'est un produit de bas de gamme, de mauvaise qualité. Donc je dis au client, voilà, notre produit normalement c'est à 10 dollars par exemple. Mais moi je le vends à 2 dollars. Donc ça c'est une autre stratégie. Donc il y a beaucoup pour ne pas entrer de détails concernant les stratégies de prix, il y a beaucoup de techniques et de pratiques qui se font sur le marché. Maintenant, avec le digital aussi, il y a des techniques qui sont courantes sur la vente en ligne. Donc, le troisième point, c'est la promotion. Le troisième, c'est la promotion via la communication, c'est-à-dire nous avons bien créé un produit ou un service, nous avons bien fixé un prix, mais notre produit, peut-être qu'il n'est pas connu par les clients, ou bien les clients ne l'aiment pas, ou bien les clients n'arrivent pas à prendre la décision pour l'acheter. Donc ça, c'est généralement trois objectifs. L'objectif de faire connaître le produit, l'objectif de faire aimer le produit, l'objectif de faire agir, c'est-à-dire pousser le client à passer à l'action, à acheter. Donc, pour chaque objectif, il y a des techniques marketing et il y a des outils
des techniques de communication, il y a des outils ou bien des médias, ou hors médias, des outils de communication. On parle notamment des outils médias et hors médias. Donc, on l'a mentionné la séance dernière, on a dit que la communication média, en fait, c'est la communication qui passe par tout ce qui est médias, télévision, radio, internet, cinéma, donc ce sont des médias. Et il y a aussi ce qu'on appelle la communication hors médias, c'est-à-dire communiquer à travers des moyens hors médias, c'est-à-dire, je cite l'exemple, par exemple, de la participation de les foires et les expositions, le parrainage et le sponsoring, que ce soit des équipes, des joueurs, and so on. Donc ça, c'est pour la communication. En même temps, comment on fixe un budget de communication? Il y a aussi plusieurs stratégies. Par exemple, on fixe un budget de communication en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est-à-dire euh, on espère, réaliser un chiffre d'affaires X, donc on va dépenser 10% de chiffre d'affaires dans la communication. Il y a aussi d'autres techniques pour fixer le budget de la communication, ça dépend de chaque entreprise. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la, la communication. Et comme vous le savez, avec le digital, la communication, elle a évolué. On parle aujourd'hui de tout ce qui est influencing, c'est-à-dire faire de l'influence YouTube à travers des influenceurs YouTube ou des blogueurs. Ça, c'est une technique de communication. Faire tout ce qui est SEO, on va le voir après, Search Engine Optimization, on va le voir après. Tout ce qui est community management, c'est-à-dire communiquer à travers les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des techniques nouvellement sur le marché qui ont été justement encouragées par l'avènement ou bien l'essor des réseaux sociaux et d'Internet. Le quatrième point, c'est la distribution. La même chose, la distribution, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle, il y a des stratégies de distribution. Est-ce qu'on va distribuer bien, on a parlé de trois canaux. Le canal direct, c'est-à-dire vendre directement aux clients pour les entreprises artisanales ou bien qui vendent sur Internet, c'est-à-dire ils font de la production et ils vendent directement sur Internet sans intermédiaire. C'est le canal direct. Il y a le canal indirect, c'est-à-dire faire recours à un ou deux intermédiaires semi-grossistes ou détaillants. Il y a le canal long. Le canal long, c'est faire recours à des centrales d'achat, à des grandes grossistes. On leur donne le produit et eux, ils s'occupent de tout ce qui est distribution, tout ce qui est stockage, tout ce qui est logistique. Normalement, cette stratégie de canal long, opter pour un canal long, généralement, c'est pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens logistiques pour assurer leur propre distribution. On parle aussi d'autres stratégies, par exemple les stratégies exclusives, stratégies sélectives. C'est-à-dire, j'ai un produit, je vais opter pour une stratégie d'exclusivité. Généralement, pour les grandes marques de luxe, elles adoptent cette stratégie. C'est-à-dire d'exclusivité, c'est-à-dire elles donnent l'exclusivité à un seul distributeur dans un pays, par exemple. Ça, c'est la stratégie d'exclusivité. On parle aussi de la stratégie sélective, c'est-à-dire que je ne vends pas à n'importe qui, ou bien je ne donne pas mon produit à n'importe quel grossiste ou détaillant, mais je sélectionne. Par exemple, il y a des produits cosmétiques qui choisissent les pharmacies. Ils sélectionnent que les pharmacies, donc ils optent que pour dans leur distribution, que pour les pharmacies. Donc ça, c'est tout ce qui relève de la distribution. Maintenant, le cinquième point, ou bien il est composé de trois points, c'est la preuve, personne et processus. Donc ces 3 points des 7P, lorsqu'on dit preuve, généralement c'est pour les services. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque je vends un service, je vends quelque chose d'immatériel, intouchable. Donc comment convaincre un client à acheter quelque chose d'intouchable, d'immatériel, par exemple vendre une formation, vendre une coupe de cheveux, vendre un conseil. Donc ça, ce sont des produits, ou bien des services intouchables. Donc c'est de là où l'importance de la preuve. La preuve peut être par exemple, si je vends une formation, je mets la photo de l'expert par exemple.
ou bien du formateur, sa photo et son background, son éducation, c'est-à-dire s'agit d'un PhD avec des autres expériences. Ça, c'est une preuve, par exemple, pour pour le client, comme quoi elle va être formée par une personne de qualité. Par exemple, acheter un billet pour entrer dans un match de football, par exemple. Parmi les preuves, par exemple, donner un billet, matérialiser le billet, par exemple. La même chose pour le deuxième point, la personne. On peut créer un projet, on peut, par exemple, si je prends l'exemple d'un hôtel, par exemple, je peux construire un hôtel de luxe 5 étoiles avec tous les aspects de luxe que vous imaginez, mais lorsque je viens, moi, en tant que client, la première personne que je vais rencontrer, c'est le réceptionniste. Si par exemple ce réceptionniste, il est incompétent, il ne sait pas comment parler, comment être gentil avec les clients, par exemple, il va tout foutre en l'air, c'est-à-dire tout ce qu'on a investi va être multiplié par zéro, juste parce qu'on n'a pas bien formé la personne qui est le réceptionniste. Donc, dans cette approche du marketing des 7P, ou bien l'approche personne, ils disent qu'il faut faire attention aux personnes, aux employés qui sont en contact direct avec les clients, parce que ce sont le miroir, c'est eux qui reflètent justement toute l'entreprise, toute l'image de l'entreprise. Le septième point, c'est le processus. La même chose, il faut maîtriser le processus. Parfois, on peut communiquer sur le processus de production, comme quoi c'est un processus durable, ou bien on maîtrise la traçabilité de nos produits, d'où nous viennent les produits, la matière première, de la matière première jusqu'au produit fini. Ça, c'est le processus. Par exemple, donc on met en lumière ce processus-là afin de convaincre le client et de le rassurer. Donc ça, c'est généralement les 4 P et la version des 7 P en général. Donc ça, c'est le côté marketing mix. Donc maintenant, on passe aux techniques de marketing numérique. Comme je viens de le signaler, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde euh, est connecté. Donc on influence facilement quelqu'un par Internet, ou bien par une vidéo sur YouTube, ou bien par un blog, ou bien par des vidéos sur TikTok ou des reels sur Instagram. Donc les clients ils sont beaucoup plus influencés par ce genre de vidéos et ce genre de contact facile, ludique, que par des stratégies traditionnelles qui passent par la télévision, la radio, les journaux. Donc cet essor qu'a connu l'Internet, en fait, a aussi influencé d'une manière très globale le marketing. Ce qui a poussé, bien évidemment, les entreprises à penser sérieusement à adopter, à réorienter leur stratégie de marketing et faire intégrer le digital dans leur stratégie. Donc, lorsqu'on dit techniques de marketing numérique, premièrement, on parle de marketing de contenu. Qu'est-ce qu'on entend par le marketing de contenu? C'est-à-dire qu'il faut créer du contenu sur Internet afin d'attirer les gens, afin d'attirer les clients potentiels. Lorsqu'on dit un contenu, il peut être un contenu écrit, c'est-à-dire des blogs, des articles. Il peut être un contenu audio, à travers des podcasts audio, peut-être un contenu vidéo, à travers des capsules sur YouTube ou bien des reels sur Instagram ou TikTok. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle le contenu. Et chaque entreprise ne doit pas tout simplement penser au contenu et créer un contenu d'une manière arbitraire. Le contenu doit être adapté, bien évidemment, à la cible. C'est de là, en fait, qu'on va parler de ce qu'on appelle le, le, le inbound marketing. Qu'est-ce qu'on entend par inbound marketing? Aujourd'hui, si je vous donne par exemple une recherche à faire chez vous, vous allez automatiquement aller vers Google. Vous allez googler cette information, vous allez chercher cette information sur Google. Et lorsque vous allez taper cette recherche sur Google, automatiquement, il vous redirige vers des sites internet, ou bien des chaînes YouTube, ou bien donc des sites internet
ou des blogs. Ce site internet et ces blogs-là, ils ont été créés par des personnes. Pourquoi? Tout simplement, ils vous donnent de l'information gratuitement, mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent le trafic. Ils arrivent à vous attirer. Donc, ils vous donnent de l'information gratuitement, mais ils vont implicitement faire circuler leur publicité. Donc, c'est ce qu'on appelle le inbound marketing. Donc, une entreprise, peu importe son secteur, elle doit investir dans tout ce qui est contenu, dans tout ce qui est inbound marketing. Si par exemple vous avez un cabinet de consulting dans votre pays ou bien dans votre ville, on prend euh, l'échelle du pays, c'est-à-dire dans votre pays, vous êtes un cabinet spécialisé dans tout ce qui est KHSE. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez, si vous, vous lancez dans une stratégie de inbound marketing, il faut savoir qu'il y a en fait 4 étapes dans tout ce qui est inbound marketing. Attirer le suspect. Le suspect, c'est qui? C'est quelqu'un, toute personne qui cherche l'information. Pourquoi le inbound marketing est très efficace? Tout simplement parce qu'il attire des personnes qui ont le même centre d'intérêt ou bien votre cible. Ils attirent directement votre cible. C'est-à-dire, vous êtes un cabinet spécialisé dans le KHSE, vous faites des articles sur Internet sur le KHSE. S'il y a une entreprise, par exemple, qui cherche un cabinet de conseil afin de l'accompagner dans sa stratégie de consulting, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur Google, elle va taper, par exemple, moi, je vais, par exemple, implémenter la norme ISO 9001. Et bien évidemment, ce chef d'entreprise, il veut connaître qu'est-ce qu'une norme ISO 9001. Il va taper sur Google ISO 9001. Et si votre blog ou bien votre site il est bien référencé, il va automatiquement faire sortir votre site. Il va lire qu'est-ce qu'une ISO 9000. Automatiquement, vous allez proposer implicitement vos services. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le inbound marketing. Il passe par, comme je l'ai dit, 4 étapes. Attirer, on attire le client à travers ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire un contenu facilement repérable sur Internet qui s'affiche dans les premières recherches. AdWords, c'est-à-dire l'utilisation de certains mots qui sont très utilisés sur Internet afin de, bien évidemment, être, afin d'apparaître dans les premiers résultats sur Google. Stratégie de contenu, diffusion sur les réseaux sociaux, social selling. Donc, toutes ces méthodes-là, on les utilise afin d'attirer celui qui cherche l'information. Une fois attiré, il devient visiteur. Donc, ce visiteur-là, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne l'information, puis on lui propose ce qu'on appelle des landing pages. Landing pages, ce sont des pages, en français, des pages d'atterrissage qui contiennent une offre. Bon, voilà, vous avez par exemple cette personne-là qui cherche à connaître des informations sur l'ISO 9001. Lorsqu'il va lire qu'est-ce que l'ISO 9001, quelles sont les étapes d'implémentation, on va faire sortir ce landing page. Bon, voilà, on vous offre, vous êtes en entreprise, par exemple au Sénégal, on vous offre un pack ou bien nos services d'accompagnement à seulement un prix X. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter, cliquez ici, vous remplissez le formulaire. Un de nos consultants va vous contacter. Donc ça, c'est une stratégie. Une fois il remplit le formulaire, il devient un lead. Un lead, c'est-à-dire un prospect. Ce prospect-là, on entre en contact avec ce prospect. S'il abandonne, on essaie de relancer à chaque fois à travers ce qu'on appelle le automation marketing, c'est-à-dire automatiser les messages à travers des emails. Une fois on arrive à le convaincre, il devient client. Et ce client-là, si on arrive à satisfaire son besoin, il devient ambassadeur, c'est-à-dire il parle lui aussi de nos services à d'autres, à ses camarades ou bien à des entreprises du même secteur. Et comme ça, on arrive à bâtir une présence, une réputation, une réputation forte sur Internet et gagner des clients facilement.
Donc, comme je viens de le dire, on ne crée pas du contenu d'une manière arbitraire, mais il faut connaître notre cible. Sur Internet, on parle beaucoup plus sur ce qu'on appelle le concept du buyer persona. Le buyer persona, c'est-à-dire quel est, on essaye de définir notre cible exactement. On prend un exemple, c'est comme un échantillon. Par exemple, on vend des services de conseil en KHSE. Notre cible, c'est généralement un chef d'entreprise du secteur industriel. Son âge, c'est entre 30 et, par exemple, et 55 ans. Son statut peut être marié, on n'a pas besoin de location, c'est-à-dire la zone géographique, c'est-à-dire le pays où il, il se situe, sa personnalité, son occupation, généralement, parce que lorsqu'on dit conseil, on classe aussi du B2B, du business to business. Donc il faut faire la différence entre deux types de logique. La logique B2B, c'est-à-dire lorsqu'on est une entreprise qui vend à d'autres entreprises, un cabinet de conseil, elle opère dans une stratégie de B2B, c'est-à-dire elle vend à d'autres sociétés. Un B2C, B2C, ce sont des entreprises qui vendent à des consommateurs. Par exemple, quelqu'un qui vend des PC portables, par exemple, ou bien des tablettes, ou bien des smartphones. Généralement, elles vont à des particuliers. Ça, c'est du B2C. Donc, le buyer persona, c'est en fait ça. Il faut comprendre exactement cette personne à qui on va vendre notre produit ou bien notre service. Pourquoi? Parce que lorsqu'on comprend cette personne, notamment son profil, son occupation, sa personnalité, ses intérêts, on arrive à créer un contenu attractif pour lui. C'est ça en fait. Donc toute stratégie de contenu marketing, ou généralement stratégie marketing, elle tourne autour du buyer pour personne. Le deuxième élément de la stratégie marketing numérique, c'est le SEO, optimisation pour les moteurs de recherche. Comme vous le savez, sur Internet, pour être repéré, on passe généralement par des moteurs de recherche, notamment Google, Bing, Yahoo. Même si aujourd'hui, il y a une tendance, il y a un bouleversement qui s'opère grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle. Maintenant, on parle de ChatGPT et d'autres moyens qui essaient de détrôner les fameux search engines, les moteurs de recherche comme Google, Bing et Yahoo. Donc, revenons à l'optimisation des moteurs de recherche, c'est-à-dire il faut optimiser notre marque ou bien notre présence sur Internet. Si par exemple nous avons un blog sur Internet, il faut que les titres qu'on va utiliser doivent être facilement repérables. Il faut que les balises, on parle de tout ce qui est HTML, programmation, aussi on joue aussi sur ça. Il faut que la page soit facilement téléchargeable. Donc Google il prend en considération tous ces éléments. Il ne faut pas utiliser des images qui sont trop lourdes, des vidéos trop lourdes, tout simplement parce que Google ne va pas faire apparaître votre site dans les premières lignes de recherche. Donc c'est ça en fait l'importance des SEO. Il existe des spécialistes de SEO qui font du SEO, qui conseillent les entreprises qui font des diagnostics du site internet afin d'optimiser sa présence sur Internet. Donc ça, c'est ce qui concerne le SEO, Search Engine Optimization. Le troisième point, l'utilisation du marketing média, des médias sociaux. Donc aujourd'hui, la plupart des jeunes, que ce soit des jeunes, des adultes, presque tout le monde, même les vieux, utilisent les réseaux sociaux. Lorsqu'on dit réseaux sociaux, on peut parler d'une cartographie des réseaux sociaux. Par exemple, lorsqu'on parle des réseaux sociaux professionnels, on parle de LinkedIn, les réseaux sociaux beaucoup plus qui ciblent les jeunes, notamment TikTok, Instagram, les réseaux sociaux généralistes comme Facebook. Donc ça, c'est des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux-là, ils font quoi? Ils font regrouper, ils attirent des millions de personnes. Donc, comment l'entreprise peut-elle utiliser ces réseaux sociaux afin de faire promouvoir, afin d'attirer, afin de chercher des prospects, afin de communiquer avec ses clients? Donc tout ça, on peut le faire à travers
à travers les réseaux sociaux. Donc, pour animer ces réseaux sociaux, ou bien pour adopter cette stratégie de marketing sur les médias sociaux, généralement, on parle de community management. Communauté, la communauté, c'est-à-dire il faut créer une communauté propre à notre entreprise. Et pour créer une communauté sur Internet, il faut justement mettre en place une personne justement dédiée à animer cette communauté. Lorsqu'on dit animer cette communauté, c'est-à-dire proposer de temps en temps des informations utiles, répondre aux questions, faire de la veille par rapport à la concurrence, créer du contenu, des vidéos, des infographies pour expliquer certains phénomènes ou bien certains produits, proposer des solutions. Donc, c'est ce qu'on appelle le community management. Donc, l'entreprise doit impérativement créer sa présence sur Internet. Sinon, si une entreprise n'est pas présente sur Internet, c'est qu'elle n'existe pas, tout simplement parce qu'on a tendance à aller chercher sur Internet, à googler des entreprises, à parler avec. Aujourd'hui, si un client veut acheter un produit X, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet, sur Facebook ou Instagram, il commence à poser des questions. Que pensez-vous d'un produit X? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend un produit Y? Donc, il y a ce qu'on appelle l'influence, c'est-à-dire la présence sur Internet, ça influence d'une manière drastique les ventes chez une entreprise, à condition bien évidemment de bien savoir comment implémenter cette stratégie ou bien comment assurer ou bien notre présence sur Internet en se basant bien évidemment de tout ce qu'on a vu au début. C'est là en fait où intervient l'importance de la stratégie marketing et du marketing opérationnel. Si j'arrive à bien construire une stratégie efficace avec tous ces segments ciblables, avec un positionnement et aussi créer des 4P, un produit adapté au segment, fixer un prix, une stratégie de prix adaptée, une stratégie de distribution, une stratégie de communication efficace, les médias sociaux et l'Internet n'est qu'un complément pour cela. C'est-à-dire si on a raté la stratégie marketing, on va automatiquement aussi rater notre présence sur Internet. La publicité en ligne. On a parlé du contenu, on a parlé des SEO. Tout ça, c'est des pratiques volontaristes et gratuites. Mais elles sont pas suffisantes. Pourquoi elles sont pas suffisantes? Tout simplement parce que aujourd'hui, tout le monde essaie de créer du contenu. Il y a beaucoup de concurrence sur Internet. Du coup, pour assurer une présence effective et efficace, il faut passer au paiement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils facturent, ils proposent des services de publicité bien ciblés. Ils arrivent à accompagner les entreprises à recruter des leads, des prospects. Ils donnent des astuces et des partenariats. Tout cela permet bien évidemment d'attirer des prospects intéressants, des prospects qui, qui, sont, qui, qui ont des besoins dont l'entreprise donne des réponses, c'est-à-dire des prospects fiables et viables. Donc ça c'est la publicité. Donc lorsqu'on dit publicité en ligne, on parle de Facebook Ads, c'est-à-dire la publicité sur Facebook, Google Ads, la publicité sur Google, TikTok Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads. Donc tous les réseaux sociaux aujourd'hui, ils offrent des services payants afin de, bien évidemment, faire la publicité à vos produits. Le cinquième point, le marketing par courrier électronique ou bien le emailing marketing. Le emailing marketing, ça dépend de notre cible parce qu'on ne peut pas, par exemple, attaquer tous les segments du marché grâce à la stratégie de emailing parce qu'il y a ceux qui ne sont pas à l'aise avec le mail, ils n'ouvrent jamais leur email.
Donc, ça dépend de notre cible. Si, par exemple, on vend un service dont la cible est familier avec tout ce qui est emailing, donc la stratégie de emailing est très efficace. Mais bien évidemment, la stratégie de emailing, il faut savoir comment rédiger un message, un mail attractif qui va être facilement lu ou bien attirer l'attention du prospect. Donc, il y a un ensemble de techniques dessus comment créer un message attractif, comment susciter l'intérêt dans notre cible. Donc, ça c'est pour le emailing. Il y a aussi pour le emailing, j'ai oublié de mentionner, c'est que parfois on peut automatiser carrément. Il y a des solutions Internet qui vous offrent la possibilité d'automatiser votre campagne de emailing. Lorsqu'on dit automatiser, c'est-à-dire vous avez une liste de prospects, vous dites à cette application, bon voilà, j'ai une liste de prospects, vous allez envoyer ce message-là, le premier. 5 jours après, si le prospect ne répond pas, vous allez envoyer un autre message qui est différent du premier. S'il ne répond pas, s'il répond par exemple, vous envoyez un autre message. Donc vous automatisez, c'est comme un chatbot, c'est comme un robot qui essaie d'une part, de susciter l'intérêt, et s'il suscite l'intérêt, de répondre et de orienter le client vers l'achat du produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing, emailing automation, l'automatisation du mailing. Donc ça, c'est tout ce qui est relatif. Donc ça, bien évidemment, je donne que des généralités. Parce que à chaque point ici, ça nécessite tout un cours et des techniques et surtout de la pratique. Mais aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est d'abord de connaître qu'il existe toutes ces solutions. Et c'est à vous, après, si vous constatez que vous avez, ou bien vous vous lancez dans votre projet, ou bien vous constatez que vous avez besoin de ça, vous allez automatiquement vous rediriger vers ces points-là, vous essayez de les, de les, de les connaître en détail et de les pratiquer avec vos clients. Le sixième point, c'est le marketing d'influence. Qu'est-ce que c'est le marketing d'influence? Si vous faites une petite remarque sur YouTube aujourd'hui, ou bien sur Instagram, ou sur TikTok, il y a ce qu'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi à créer une communauté. Les influenceurs, ce sont des personnes qui créent des vidéos, du contenu vidéo sur les réseaux sociaux d'une manière régulière et qui arrivent à fidéliser une communauté. Et bien évidemment, lorsqu'ils arrivent à fidéliser cette communauté, c'est-à-dire ils exercent une influence sur eux. C'est-à-dire s'il, par exemple, une personne bien connue sur YouTube qui donne des conseils sur tout ce qui est cosmétique. Avec le temps, lorsqu'il crée sa propre communauté, il donne des conseils. Et dans ces conseils-là, il peut insérer des publicités d'une manière indirecte. Moi, j'utilise par exemple ce produit-là parce que donc il donne ses conseils, il donne son expérience, mais d'une autre manière, elle essaie d'orienter ses fans et sa communauté vers ce produit. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. C'est une technique très efficace. C'est une stratégie très efficace qui dépend de chaque secteur. C'est-à-dire, si je suis dans le consulting, il faut choisir un consultant qui arrive ou bien qui a une communauté généralement composée de ma cible. Donc, comment on peut entrer en contact avec ces influenceurs, soit directement à travers leur chaîne, soit il existe des boîtes carrément qui font l'intermédiation entre les influenceurs et les entreprises. Le septième point, c'est marketing de recherche payant, le SEM, Search Engine Monetization. Donc le marketing de recherche payant, également connu sous le nom de la publicité pay per click, c'est-à-dire
lorsque j'entre dans un site internet et je vois une publicité, lorsque je clique dessus, je me redirige vers que ce soit un formulaire ou bien le site de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le pay-per-click, c'est-à-dire vous payez seulement si le consommateur clique sur votre publicité. Ça, c'est une autre manière, même si ça commence à être à, à donner des résultats qui sont un peu moins influentes que les autres techniques. Donc, la vente et la négociation. Donc, on a fini avec tout ce qui est marketing, marketing stratégique, marketing opérationnel et marketing digital ou bien numérique. Maintenant, le troisième point, c'est la vente et la négociation. L'importance de la vente et la négociation. J'ai un produit, j'ai bien communiqué dessus, j'ai attiré des prospects, mais il faut convertir ces prospects. Comment on peut convertir un prospect? C'est à travers ce qu'on appelle la négociation. Pour négocier et vendre, il faut faire connaître le produit ou le service. C'est-à-dire que la personne qui va vendre son produit, ou bien le commercial, qui va jouer le rôle du commercial de l'entreprise, il doit connaître parfaitement le produit. Il doit être lui-même convaincu que le produit résout un vrai problème. C'est-à-dire, il doit être convaincu, parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose dont on ne croit pas. Le commercial, il doit être convaincu de la solution ou bien du produit. Donc la première étape, connaissance du produit ou du service. Parce que vous n'allez pas vendre un service, mais vous n'allez pas vendre un produit X, mais vous allez vendre une solution. Il faut faire la différence entre vendre un produit et vendre une solution. Vendre un produit, c'est vendre quelque chose que le client va lui-même faire sa propre interprétation. Vendre une solution, c'est d'abord diagnostiquer le besoin du client et faire en sorte de lui proposer la solution la plus efficace. Deuxième point, la prospection. La prospection, bien évidemment, consiste à faire des recherches, à chercher, à identifier de nouveaux clients. Généralement, aujourd'hui, la prospection se fait en grande partie en utilisant Internet, mais ça dépend de certains secteurs. Par exemple, la participation à des événements pour un cabinet de conseil, participer à des séminaires, à des événements, à des colloques, à des forums. Comme ça, on entre directement en contact avec des prospects. L'écoute active, ça c'est clair, il faut bien écouter il faut exercer ce qu'on appelle l'écoute active pour bien connaître les besoins de ses clients afin de leur proposer le produit qu'ils leur font. Donc ça, l'écoute active. Proposition de valeur, quelle est la valeur que vous proposez? Comme je viens de le dire, on ne vend pas un produit, mais on vend une solution. Gestion des objections, et ce qu'on appelle gestion des objections, bien évidemment, lorsque j'entre en contact avec un client X, il va, bien évidemment, le client il a des besoins, mais il a aussi des freins et des peurs. Et ces freins-là et ces peurs, il les traduit à travers des objections, c'est comme s'il essaie de s'échapper à votre argument. Comment vous allez gérer ces objections? C'est en se préparant d'avance. Vous avez un produit ou un service à vendre, il faut se préparer à des objections, voire à faire des simulations. Comment, que peut, ou bien le client, ou bien le prospect, comment va-t-il réagir? Et se préparer à toutes ces réactions probables. Donc, la gestion des objections. Les techniques de closing, c'est-à-dire j'ai bien expliqué mon produit, j'ai réussi à convaincre le client. Maintenant, les techniques de closing, c'est-à-dire pousser le client à prendre la décision immédiatement sur le champ. Parce que si je le laisse réfléchir beaucoup plus, il peut désister. Donc, c'est ce qu'on appelle les techniques de closing, c'est-à-dire contracter à chaud. C'est-à-dire, je suis en train de négocier, il faut que le prospect arrive à prendre la décision sur le temps. Donc ça, on utilise tout ce qui est l'appel à l'action, l'offre spéciale, c'est-à-dire que, bon, voilà, si vous achetez aujourd'hui, il y a une offre spéciale qui va être arrêtée aujourd'hui. Si vous n'achetez pas, vous restez jusqu'à demain, ça va être
Il y aura plus d'offres spéciales pour vous. C'est un exemple. Les incitations, l'inciter à acheter sur les médias, ou bien ce qu'on appelle une technique très utilisée, c'est la création d'un sentiment d'urgence. Par exemple, vous allez vendre, vous allez dire, bon, voilà, il n'y a qu'un seul deux produits qui existent dans le stock. Si vous n'achetez pas aujourd'hui, demain, il y aura une rupture de stock. Ça, c'est créer un sentiment d'urgence. Ou bien, je viens d'être appelé par un autre prospect, par un autre client. Il m'a dit qu'il va venir demain pour bien, justement acheter ce produit. Donc, si vous ne l'achetez pas aujourd'hui, je ne vous garantis pas que demain, vous allez le trouver. Donc, ce sont des créations, ce sont des techniques de création de sentiments d'urgence. Bien évidemment, il faut être persévérant, il faut bien, il faut avoir cette audace ou bien cette capacité à aller jusqu'au bout. Donc la négociation, les techniques de négociation, il faut essayer de faire croire au client qu'il est dans un processus de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose dont je veux me débarrasser, mais c'est pour votre bien et aussi le bien de ma société. Relation client, bien évidemment, la négociation, ou bien la relation entre le client ne s'arrête pas seulement dans le côté vente, la conclusion de la vente, mais va au-delà de cela, tout simplement parce qu'un client satisfait, il peut attirer d'autres clients, il peut influencer d'autres clients, il peut rediriger des clients. Un client insatisfait, il peut bafouer ou bien nuire à l'image de la marque auprès de son entourage. Et la relation client, elle est devenue très importante aujourd'hui parce qu'on ne parle plus d'un entourage de 3-4 personnes, mais l'entourage aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Elle peut aller sur un réseau social et partager son expérience désagréable avec des milliers de personnes. Comme ça, on touche négativement à l'image de notre marque. D'où l'importance de la relation, de garder une relation client ou bien un service après-vente efficace. Donc, je finis par le volet marketing et vente dans cette vidéo. Je vais créer une autre vidéo où je vais entamer le point relatif à l'innovation et le développement durable.